J'invite Dr Amel Jaiden. Bonjour. Je vais commencer par remercier les laboratoires Médis de m'avoir invité à ce sympo. Alors, je vais essayer de partager avec vous le regard de l'endocrinologue vis-à-vis donc de l'hyperprolactinémie et la place de la cabergoline. Alors, je vais introduire, donc, comme vous le savez très bien, l'hyperprolactinémie, c'est une situation très fréquente. Donc, on la voit chez 4% des adultes. Donc, elle représente 20 à 25% des consultations pour aménorrhée secondaire, et vous le savez mieux que moi. Donc, l'hyperprolactinémie est définie par une augmentation du taux de prolactine de 15 à 25 nanogrammes par millilitre donc, en moyenne, ce qui correspond à 300 à 500 milliunités internationales par litre. Et vous le savez, donc, le taux est plus bas chez l'homme et la femme ménopausée. Donc, en fait, comment on va doser cette prolactine? Dans quelle situation? Donc, alors, j'ai un petit problème. Donc, comment on va doser la prolactine? Donc, il faut absolument que ça soit donc, au repos. Donc, la situation à jeun, elle n'est plus indiquée. Ce n'est pas la peine de doser la prolactine au 2e ou au 3e jour du cycle, mais il est important de doser la prolactine 2 fois. Pourquoi? Donc, il faut confirmer cette hyperprolactinémie. Eh bien, pour éviter donc, les faux négatifs et les faux positifs. Donc, parfois, on a des faux... il faut renouveler le dosage, surtout avec une autre trousse de dosage dans un autre laboratoire. Pourquoi? Déjà, pour éviter les artefacts donc, et surtout la situation de macroprolactinémie. Et il y a dans certaines situations des taux de prolactine qui sont très élevés et on dose avec la méthode ELISA, et dans ce cas, parfois, on a des faux négatifs. Ah, voilà. Alors, dans quelle situation on va doser la prolactine? Donc, on va doser la prolactine lorsqu'on a des signes d'hyperprolactinémie. On va doser la prolactine lorsqu'on a un syndrome tumoral hypophysaire, par exemple. Et la 3e situation, c'est le dosage de la prolactine lorsqu'on a, dans le cadre du bilan d'une pathologie hypophysaire. Donc, en fait, ce que vous voyez, vous, le plus souvent, c'est les symptômes d'hyperprolactinémie. Et donc, je vais juste rappeler les symptômes d'hyperprolactinémie. Donc, chez la femme, c'est les troubles du cycle menstruel, à type d'aménorrhée ou d'oligoaménorrhée, dans le cadre d'une galactorrhée, dans le cadre d'une baisse de la libido, d'une dyspareunie ou d'une stérilité. Donc, chez la fille, on peut observer une aménorrhée primaire avec un retard ou un arrêt pubertaire. Chez l'homme, par contre, la situation la plus fréquente, c'est la baisse de la libido. Parfois, on observe une dysérection, une gynécomastie, et contrairement à ce que l'on pense, donc chez l'homme, la galactorrhée est assez exceptionnelle, elle est rare. Chez le garçon, on a un retard ou un arrêt pubertaire. Alors, la 2e situation où on doit doser la prolactine, c'est le syndrome tumoral hypophysaire. Donc, le syndrome tumoral hypophysaire se manifeste par des céphalées et des troubles visuels, et on voit ce syndrome tumoral hypophysaire surtout chez l'homme. Alors, les céphalées sont typiquement donc, à prédominance frontale et non pulsative. Les troubles visuels, c'est surtout en rapport avec une tumeur et donc une compression chiasmatique avec une amputation du champ visuel. La 3e situation où on doit doser la prolactine, et vous ne la voyez pas souvent, c'est dans le cadre d'une pathologie hypophysaire. Donc, on est devant, par exemple, une tumeur hypophysaire et on doit chercher donc l'hypersécrétion de prolactine, ou bien devant une tumeur non sécrétante et on a dans ce cas une hyperprolactinémie de déconnexion par compression de la tige pituitaire. Alors, un petit rappel sur la physiopathologie de la sécrétion de prolactine. Alors, en fait, la situation normale, on commence par la situation normale.
Donc, la sécrétion de prolactine se fait par les cellules lactotropes et on a tout le temps un tonus dopaminergique inhibiteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la prolactine est constamment inhibée par la dopamine. Et donc, on a un tonus dopaminergique inhibiteur. Alors, il y a quelques situations physiologiques où la prolactinémie est élevée. Et donc, cette situation physiologique, c'est la grossesse. Pourquoi? Parce que la sécrétion d'œstrogène va agir sur l'activation des cellules lactotropes et donc la sécrétion de prolactine. Les médicaments également qui contiennent de l'œstrogène à forte dose vont agir par le même mécanisme et donc vont stimuler la sécrétion de prolactine. Alors, toutes les autres situations d'hyperprolactinémie sont pathologiques. Donc, on voit par exemple que les médicaments antagonistes de la dopamine vont inhiber les récepteurs de la dopamine au niveau des cellules lactotropes. Et dans ce cas, on a une hyperprolactinémie. Les autres situations, c'est les tumeurs. Donc, on a, par exemple, une inhibition des récepteurs des cellules lactotropes, donc des récepteurs dopaminergiques, en cas de section de la tige, de tumeurs non sécrétantes. Dans ce cas, on a toujours par le même mécanisme une inhibition du tonus dopaminergique inhibiteur et donc une hyperprolactinémie. Donc, la dernière situation qu'on voit nous très souvent, c'est les prolactinomes, donc, qui sont des tumeurs sécrétant par elles-mêmes la prolactine et donc on a une hyperprolactinémie. Donc c'est en gros la physiopathologie de la sécrétion de prolactine dans les situations physiologiques et pathologiques. Alors, devant une hyperprolactinémie, donc on a une hyperprolactinémie, on l'a confirmée par deux dosages, donc on va essayer de faire, et je vous invite donc à faire une enquête étiologique à la recherche de ces étiologies. Alors, donc bien sûr, la première cause d'hyperprolactinémie, c'est la grossesse et l'allaitement. Donc, il faut absolument, avant de retenir une origine pathologique à cette hyperprolactinémie, éliminer une grossesse. On doit également éliminer une hypothyroïdie. Comment? En fait, donc une hypothyroïdie, donc une diminution de la FT4, va stimuler la sécrétion de TSH et TRH. Et donc, l'hypothyroïdie va donner également une hyperprolactinémie. C'est très facile. Un petit dosage de TSH va éliminer ce diagnostic. Après, donc, il faut éliminer aussi une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique. Donc, dans ce cas, donc, on a une hyperprolactinémie par diminution de la clairance de la prolactine. Et donc, il faut absolument faire le dosage de la créate, un ionogramme et un bilan hépatique. Un interrogatoire soigneux du patient est très important. Donc, la cause la plus fréquente après la grossesse d'hyperprolactinémie, c'est les causes médicamenteuses. Donc, il faut absolument chercher dans les antécédents du patient s'il est en train de prendre un médicament hyperprolactinémien. Donc, la liste est vraiment longue, mais donc, les plus fréquents, c'est les neuroleptiques. Donc, à l'exception de la clozapine, les antidépresseurs, les traitements des nausées et des vomissements que vous connaissez tous, donc le primpéran par exemple, les antihistaminiques H2, les antihypertenseurs, et donc on voit très souvent une hyperprolactinémie sous isoptine, la morphine et les oestrogènes à forte dose. Donc, je vous invite donc vraiment à chercher une prise médicamenteuse dans le cadre d'une hyperprolactinémie. Donc, quand on fouille, on trouve. Alors, donc la sixième cause d'hyperprolactinémie, et donc on en voit tous les jours, donc c'est une lésion tumorale hypothalamo-hypophysaire qui est responsable d'une hyperprolactinémie. Alors, dans ce cas, il faut absolument faire une IRM hypophysaire. Quand l'IRM hypophysaire est indiqué, eh bien, après avoir éliminé les autres causes qu'on vient de voir. Donc, une IRM hypophysaire est importante avant d'entamer le traitement médical. Alors, l'IRM hypophysaire, elle va généralement manifester donc, des tumeurs.
Donc, on peut trouver un micro ou un macroadénome à prolactine, une tumeur non sécrétante, une compression tumorale donc, de la tige pituitaire, une infiltration de la tige dans le cadre d'une sarcoïdose, par exemple, une section de la tige, et donc, par exemple, après trauma crânien. Alors, le 7e diagnostic à évoquer, donc vous le voyez tous les jours, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, pour le syndrome des ovaires polykystiques, on a une hyperprolactinémie par hyperostrogénie relative. Et ce diagnostic ne doit en aucun cas surseoir à la pratique de l'IRM. Donc, il ne faut pas hésiter à pratiquer une IRM, même si on a un syndrome des ovaires polykystiques. Alors, je vais parler maintenant des moyens thérapeutiques, donc les inhibiteurs de la prolactine, qui est le sujet de notre symposium. Donc, les inhibiteurs de la prolactine sont essentiellement au nombre de 3, en fait réellement ils sont 4. Ce sont des dérivés de l'ergot de seigle. Donc, le premier-né des inhibiteurs de la prolactine, c'est la bromocriptine, donc le parle-d'elle. Le deuxième-né, c'est la quinagoline, le norprolac. Et le troisième-né, c'est la cabergoline et le cabergol. Donc, je vais essayer de résumer l'action de chacun de ces inhibiteurs de la prolactine. Donc, on a donc le premier-né, ce sont tous des agonistes dopaminergiques. Donc, la bromocriptine, c'est la plus ancienne, elle est dosée à 2,5 mg. Il y a aussi le 10 mg qui n'existe pas en Tunisie. Donc, on prescrit la bromocriptine à dose progressive. La posologie habituelle, c'est 2 à 3 comprimés. Mais on peut aller jusqu'à 12 comprimés. Donc, on arrive dans les tumeurs à prolactine jusqu'à 12 comprimés de bromocriptine. Elle a une efficacité acceptable, bonne, avec une tolérance moyenne. Donc, on voit beaucoup d'effets indésirables à type d'hypotension orthostatique, de nausées, de vomissements, de vertiges. Alors, son avantage le plus important, c'est le recul. Donc, on a assez de recul avec la bromocriptine. Son prix, bien sûr, chose importante en Tunisie, mais donc l'inconvénient majeur, c'est sa mauvaise tolérance. Et puis la contrainte de prise, on arrive à des doses élevées et en 2 à 3 prises. Le deuxième-né des agonistes dopaminergiques, il est plus spécifique. Il est agoniste dopaminergique D2. Il est dosé à 75 et 150 microgrammes. Donc, il est pris en une prise par jour. Il a une bonne efficacité, une tolérance comparable à celle de la bromocriptine. Donc, c'est une tolérance moyenne. Son avantage, c'est une prise par jour, mais il est non disponible en Tunisie. Le troisième-né des agonistes dopaminergiques, c'est le sujet de notre sympo aujourd'hui. Et il est dosé à 0,5 mg. L'avantage, c'est une prise unique par semaine. Pourquoi? Parce que sa demi-vie est longue. Son efficacité, il est très efficace. Il a une tolérance meilleure par rapport à la bromocriptine, avec beaucoup moins d'effets indésirables. Et son seul inconvénient, c'est le prix. Donc, il y a des contre-indications à ces 3 traitements. Donc, c'est des contre-indications indiscutables. Donc, c'est essentiellement les valvulopathies, l'insuffisance coronarienne, les troubles psychiques sévères et bien sûr l'association avec les neuroleptiques antipsychotiques et antiémétiques parce qu'ils ont des actions contraires. Alors, j'ai essayé de partager avec vous cette méta-analyse. Donc, cette méta-analyse, c'est une recherche qui a été faite. Donc, elle est parue dans Pituitary. Donc, elle a traité la comparaison entre cabergoline et bromocriptine dans le traitement de l'hyperprolactinémie. Il s'agit d'une recherche entre 1966 et 2009. 418 références ont été identifiées et au final, on a retenu 4 publications incluses dans cette analyse, soit 743 patients. Alors, qu'est-ce qu'elle montre, cette méta-analyse? Eh bien, vis-à-vis de la normalisation du taux de prolactine, en fait, il apparaît très clairement que la cabergoline a un effet sur la normalisation du taux de prolactine meilleur. Cette même méta-analyse, elle a montré, elle a comparé les effets indésirables de la bromocriptine et de la cabergoline et il apparaît clairement
essentiellement que la cabergoline a beaucoup moins d'effets indésirables que la bromocriptine. Cette même méta-analyse, donc, elle a montré, donc, et ces choses vraiment importantes pour le patient parce qu'il va sentir l'effet de ce traitement, eh bien, c'est la normalisation des menstruations. Et il apparaît aussi que la cabergoline est meilleure que la bromocriptine. Alors, donc, on a éliminé les étiologies les plus évidentes de l'hyperprolactinémie. Donc, on a retenu le diagnostic d'un micro ou d'un macroprolactinome, par exemple. Et donc, on va voir comment on va traiter, comment on va prendre en charge ces adénomes à prolactine. Donc, on est devant deux situations essentielles en endocrinologie, le microprolactinome et le macroprolactinome. Alors, en cas de microprolactinome, pourquoi on va traiter? Eh bien, on va traiter pour rétablir la fertilité. Donc, c'est la demande du patient. Le deuxième but de ce traitement, c'est d'éliminer tous les symptômes d'hyperprolactinémie. Alors, ce qui est indiqué, c'est en première intention les agonistes dopaminergiques, mais parfois, donc, il y a certaines situations où la chirurgie devient de première intention, mais le plus souvent, les agonistes dopaminergiques sont indiqués en première intention. En deuxième intention, en cas de résistance à ces traitements médicaux, on passe à la chirurgie. Alors, pourquoi la cabergoline est le traitement de première intention? Pourquoi elle tend à être le traitement de première intention? Eh bien, donc, elle a une efficacité sur le contrôle du taux de prolactine qui avoisine les 90% au bout de 4 à 6 semaines. On a une restauration de la fonction gonadotrope supérieure ou égale à celle de la bromocriptine. La prise donc, du médicament, elle est hebdomadaire et donc en raison de la demi-vie longue de cette cabergoline et surtout, elle a une tolérance meilleure par rapport à la bromocriptine. Alors, ce graphique, il illustre, en fait, donc, il compare la bromocriptine et la cabergoline donc, dans le traitement du prolactinome et il apparaît clairement qu'on arrive à des taux plus bas de prolactine avec cabergoline au bout d'une durée donc, qui commence au bout de 2 semaines. Alors, comment surveiller cette prolactine? Donc, on est devant un microprolactinome, on a mis le traitement, donc au bout d'1 mois, on va contrôler cette prolactinémie. Donc, on commence avec la dose la plus faible, de 0,5 mg. Pour éviter les effets indésirables, malgré qu'ils soient inférieurs à la bromocriptine, il faut essayer de donner le traitement le soir, au milieu du repas essentiellement, et on contrôle après 1 mois. Si le taux de prolactine se normalise, on continue avec ce traitement. Si le taux de prolactine est encore élevé, on peut augmenter la dose progressivement et contrôler après 1 mois. Si le taux de prolactine est normal, donc le deuxième contrôle, il est à 3 mois, après à 6 mois, à 1 an. Pour l'IRM, on ne contrôle l'IRM dans le cas d'un microprolactinome qu'après 1 an. En fait, le taux de prolactine est vraiment proportionnel à la taille de la tumeur. Donc, on passe au macroprolactinome. Donc, en cas de macroprolactinome, donc une tumeur sécrétant la prolactine qui dépasse les 1 cm de diamètre, le but là, il est, à part qu'il soit donc sur les symptômes d'hyperprolactinémie, donc un but antisécrétoire, il y a un autre but, c'est le but antitumoral. Comment diminuer la taille de la tumeur, surtout généralement donc les tumeurs à prolactine, les macroadénomes se développent vers le haut et donc atteignent le chiasma optique, donnent des troubles visuels. Donc, toujours, même en cas de macroprolactinome, le traitement de première intention, c'est médicamenteux. Donc, c'est les agonistes dopaminergiques. En deuxième intention, c'est la chirurgie. Alors, pourquoi la cabergoline? Pourquoi elle tend à être le médicament de première intention en cas de macroprolactinome? Eh bien, donc, cette cabergoline, elle permet une diminution du volume tumoral qui arrive jusqu'à 92%. La disparition du macro, par contre, à l'IRM, donc, la tumeur, généralement, elle disparaît dans 30% des cas.
On a rapporté aussi donc l'efficacité de la cabergoline qui est supérieure à la bromocriptine et la quinagolide. Donc, pour les tumeurs qui résistent à ces médicaments-là, il y a des tumeurs qui répondent à la cabergoline. Alors, donc c'est un petit... donc c'est une petite comparaison d'une tumeur, donc d'un macroprolactinum sous cabergoline, donc avant traitement et après traitement. Donc comme vous le voyez là, donc, on ne voit pas la tige pituitaire ni le chiasma optique. Et là, donc certainement, ce patient, il a des troubles visuels importants, une amputation du champ visuel. Et là, donc déjà, on a un gain sur le plan visuel. Hein. Donc on voit très bien la tige et le chiasma optique. Alors, vous me dites, jusqu'à quand on va traiter un micro ou un macroprolactinum? Et bien, donc, il a été démontré que l'arrêt de la bromocriptine, par exemple, elle va, dans la majorité des cas, on va récidiver une hyperprolactinémie, même si, dans le cadre d'un microprolactinum, et si la tumeur a disparu. Donc, les sociétés savantes ont essayé de définir des critères d'arrêt du traitement. Donc, on arrête le traitement que si la prolactine devient normale, qu'on a un patient qui est sous dose minimale de cabergoline, qu'il y a une disparition d'au moins 50% de la tumeur, et malgré ça, on a un taux de récidive au bout de 18 mois. Donc, de façon arbitraire, on dit que la durée du traitement par cabergoline ou bromocriptine, mais essentiellement par cabergoline, doit être de 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, au bout de 3 ans, et si donc les critères que je viens de dire sont là, donc on essaye d'arrêter le traitement et on contrôle la prolactine. Si donc on a une prolactine qui reste normale, on peut arrêter. Sinon, on reprend le traitement pour une durée encore de 3 ans. Alors, dernière chose, donc la grossesse avec un prolactinum et une grossesse. Donc j'insiste, donc on a plusieurs situations où on voit, donc dès que le patient est mis sous traitement médicamenteux, donc on va avoir une grossesse. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces traitements? Alors, on a un recul très important avec la bromocriptine, donc il n'y a aucun risque ni maternel ou fœtal, donc on peut continuer la bromocriptine en cas de grossesse. Par contre, quelle est la place de la cabergoline? Eh bien, avant la grossesse. Pourquoi? Donc, parce que il y a une meilleure tolérance et une meilleure efficacité. Donc, on peut laisser la cabergoline jusqu'à avoir eu une grossesse, puis l'arrêter. Pourquoi l'arrêter? Eh bien, malgré que les études n'ont pas trouvé d'effets tératogènes ou bien d'effets maternels, mais on va l'arrêter juste de principe. Alors, on a parlé des micro et des macroprolactinums. En fait, en cas de microprolactinum, on peut arrêter les médicaments de principe. Pourquoi? Parce que la tumeur, elle est inférieure à 1 cm et généralement, elle ne va pas augmenter de volume, même en cas de grossesse. Par contre, en cas de macroprolactinum, on va continuer le traitement et ça va être la bromocriptine. Alors, on a parlé donc des microprolactinums, des macroprolactinums, mais qu'est-ce qu'on va proposer en cas d'hyperprolactinémie médicamenteuse? Eh bien, là, les inhibiteurs de la prolactine sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils s'opposent à l'action même des neuroleptiques, par exemple. Et donc, dans ce cas, on va arrêter les médicaments, on va essayer d'arrêter les médicaments en cause. Si l'arrêt est impossible, il faut absolument faire une IRM, puis on met la patiente sous traitement oestrogénique. Alors, je vais donc, fait la conclusion, essayer de conclure. En fait, la chose la plus importante, c'est de confirmer la réalité de l'hyperprolactinémie. Pourquoi? Parce que ça rate, on est en face d'une hyperprolactinémie, mais on n'a aucun symptôme. Donc, dans ce cas, il faut penser vraiment à la macroprolactinémie, redoser dans un autre laboratoire qui utilise une autre trousse. Donc, l'hyperprolactinémie doit vous inciter à faire une enquête étiologique. Donc, il ne faut pas mettre le traitement sans mener cette enquête. Le traitement médical dopaminergique reste le traitement de première intention.
surtout dans les prolactinomes, mais on peut également le prescrire, par exemple, dans les hyperprolactinémies de déconnexion ou dans les hyperprolactinémies dites idiopathiques. En fait, en endocrinologie, les hyperprolactinémies dites idiopathiques, donc c'est sans étiologie, la réalité de cette hyperprolactinémie idiopathique, en fait, correspond le plus souvent à un picoadénome qui n'est pas vu sur l'IRM. Et dans ce cas, le traitement médical est indiqué. Par contre, il faut faire attention dans les autres situations, surtout dans les situations où le patient prend des médicaments donc à effet hyperprolactinémien. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour Dr Amel Jaiden pour cette mise au point et la clarté de votre exposé. Et je passe la parole à l'assistance. Oui. Je vous remercie, Dr Larbi d'Algérie. J'aimerais vous poser une question sur les big prolactines, ce qu'on appelle les macroprolactinones, parce qu'il y en a, semble-t-il, énormément, et les labos sont maintenant... On est souvent inquiets, nous, en tant que gynécologues, devant des hyperprolactinémies à 40, 45. Tout à fait. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, doit-on considérer qu'il existe des vraies hyperprolactinémies sans trouble du cycle? On en découvre dans les bilans hormonaux. Et là, les gens se jettent sur la cabergoline ou tous les produits. Or, les indications, c'est 3 ans de traitement, si on a envie d'être efficace. Tout à fait. C'est pour ça, donc... Deuxième question, et je termine. Et la troisième question que je vous pose, c'est que vous avez mis dans votre plaque les IRM, large utilisation ou MPK. Alors, vous allez faire travailler les services de radiologie à une vitesse extraordinaire. Je vous remercie, je ne suis pas radiologue, mais votre indication est un peu trop élargie pour les IRM. Pour la première question, la macroprolactinémie, oui, on en voit de plus en plus souvent. C'est pour ça, donc on indique, donc, et j'ai insisté, il faut que ça soit, donc en fait, la macroprolactinémie, c'est une question d'anticorps. Et donc, il faut essayer de faire le dosage avec 2 trousses différentes. Et puis, il faut vraiment se poser la question quand on n'a pas de symptômes d'hyperprolactinémie. Donc là, si le doute quand même, il persiste, en fait, la macroprolactinémie, elle est inactive. Et donc, c'est ridicule d'avoir une patiente qui n'a aucun symptôme d'hyperprolactinémie, un patient qui n'a pas de trouble visuel avec une tumeur. Donc, il faut se poser la question et aller, pourquoi pas, à l'IRM si le doute persiste. Donc, justement, donc, chose très importante, il ne faut pas se jeter sur le traitement avant de faire une IRM. Donc, parfois, on arrive jusqu'à faire une IRM si le doute persiste. Mais donc on élimine cette hyperprolactinémie avec un deuxième dosage. D'accord? Donc, mais l'IRM, elle est indiquée. Donc, il vaut mieux faire une IRM en excès que ne pas faire d'IRM. Merci pour votre exposé. Et bien sûr, juste une autre chose, les SOPK. Les SOPK, quand même, si on a un SOPK avec une prolactine élevée, il vaut mieux faire une IRM. C'est les recommandations, en fait. Une petite remarque en passant. Je voudrais encourager toute l'assistance à... Est-ce qu'il y aura des cadeaux en fin de session? Oui, s'il vous plaît. Donc, en cas de microadénome avec grossesse, doit-on obligatoirement arrêter... Microadénome et grossesse. Et grossesse. Est-ce qu'on doit obligatoirement arrêter la cabergoline? Puis la deuxième petite question... La cabergoline, on l'arrête de principe, fait le grossesse. Hein. Donc, pas de cabergoline au cours de la grossesse. C'est-à-dire qu'il y a des effets indésirables sur le bébé, c'est confirmé? Un effet tératogène sur Non, pas du tout. Il n'y a pas d'effet tératogène, mais on n'a pas juste, c'est une question de recul. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des médecins qui laissent la cabergoline au cours de la grossesse. C'est vrai. On n'a pas d'effet tératogène, on n'a pas d'effet materno-fœtal. Mais quand même, on a décidé, juste à la femme a un recul qui n'est pas très important, de l'arrêter de principe. C'est les recommandations des sociétés savantes, malgré qu'on n'a pas jusque-là d'effet tératogène. Deuxième petite question, est-ce qu'il y a un seuil au dosage de la prolactine, au-delà duquel on est presque sûr qu'il y a un microadénome?
Il y a un micro. En fait, généralement, on dit que les doses supérieures à 100, c'est en faveur de macro. Inférieures à 100, c'est en faveur soit de micro, soit d'une hyperprolactinémie de déconnexion, soit d'un picoadénome. Donc, supérieures à 100, c'est plutôt macro. Macro et médicamenteuse. Inférieure à 100, c'est plutôt micro ou la déconnexion. Oui, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Et pour répondre à votre question, donc le microprolactinum, oui, on arrête tous les traitements pendant la grossesse. Une fois on a obtenu une grossesse, on va arrêter le traitement. Pourquoi d'ailleurs cette situation? Donc on arrête les traitements. Il y a Emma fait le ménopause, donc ça ne sert plus à rien en fait. Qui est de femme à micro, on arrête le traitement. Ouais, là, en cas de grossesse, pourquoi? Parce que en fait, la tumeur va rester stable, elle ne va pas augmenter de volume. Donc les micros restent des micros et les macros restent des macros. S'il vous plaît, vous nous avez dit qu'il n'est pas question ou il n'est pas nécessaire de faire la prolactinémie à J3 de cycle ou à J4 de cycle. Tout à fait. Justement, il fallait aussi rappeler cela est dû parce que la prolactinémie ne change pas au cours du cycle menstruel. Tout à fait. Sauf en milieu de cycle où on remarque un petit pic secondaire ou parallèle à l'augmentation du taux d'estrogène. C'est vrai, mais ça reste dans les taux, théoriquement dans les taux normaux. C'est pour cette raison on la dose à n'importe quel jour de cycle et la prolactinémie ne fait plus partie de bilan d'infertilité systématique comme les autres hormones habituellement demandées. Tout à fait. En fait, la chose la plus importante au dosage de la prolactine, c'est le repos. Oui. Mon deuxième commentaire concernait non, c'est pas la peine. Il faut juste respecter donc la situation de repos. C'est tout. Je voulais aussi rappeler que vous nous avez dit que lorsque la prolactinémie est très élevée, il y a souvent une galactorée. Oui. Je rappelle que pendant la grossesse, le taux de prolactinémie atteint physiologiquement jusqu'à 300 nanogrammes par millilitre. Cela veut dire qu'il atteint 8 à 10 fois le taux physiologique en dehors de la grossesse. Et pourtant, il n'y a aucune sécrétion au niveau, il n'y a pas de galactorée. Tout à fait. En fait, ceci s'explique justement, par l'effet local des hormones thyroïdiennes, estrogènes et progestérone au niveau des acénies. Tout à fait. Les hormones thyroïdiennes bloquent la synthèse et la sécrétion du lait chez la femme enceinte. Si bien que, après l'accouchement, il va y avoir une chute brutale des hormones thyroïdiennes et cette hyperprolactinémie va s'accompagner de la montée laiteuse. Oui, je suis tout et pour finir, s'il vous plaît, si vous me permettez, vous avez évoqué l'hyperprolactinémie en cas de SOPK. Oui. Premièrement, cette élévation n'est pas constante. Pas très importante. Elle se voit seulement une fois sur 4. Et deuxièmement, cette hyperprolactinémie, elle est souvent modérée, autour de 35-40 nanogrammes par millilitre. Et à mon avis, ceci ne permet pas de demander quand même une IRM avec une prolactinémie à 35-40 nanogrammes. En fait, le taux de 40 nanogrammes, il peut correspondre aussi à un microprolactinum. Il peut correspondre à une hyperprolactinémie de déconnexion. Donc, comme vous le dites, le syndrome des ovaires polykystiques ne donne pas souvent une hyperprolactinémie. Donc, le doute persiste. Est-ce que cette hyperprolactinémie est due à l'hyperostrogénie relative du SOPK ou bien c'est une autre cause? Le doute persiste quand même. Excusez-moi. IRM, oui, et je vous invite à demander une IRM. On remarque qu'on ne demande pas justement une IRM assez fréquemment. À partir de quel taux vous demandez une IRM? Non, en fait, le taux n'est pas le plus important. Donc, comme on vient de le dire, 40 nanogrammes peut correspondre à un microprolactinum. Mais la demande de... Par exemple, si on est devant 25 ou à la 30, la haqiqa, c'est pas du tout... Quand est-ce que vous demandez une IRM? Avec surtout des symptômes d'hyperprolactinémie. Hein. Quand est-ce qu'on peut... Dans les situations hidouma. Donc, on confirme la réalité de l'hyperprolactinémie et on élimine les causes les plus fréquentes, à part les SOPK. Merci Claude Jardin pour votre présentation. J'ai juste une petite remarque.
pas par rapport à l'hyper, mais à l'hypoprolactinémie. On en voit très souvent dû à Elle n'a aucune valeur. Exactement, au dosage. Elle n'a aucune valeur. Donc pour l'infertilité, le dosage de la prolactine n'est fait que s'il y a des symptômes. Des cycles irréguliers ou galactorés. Sinon, on va se elle a retrouver un dans syndrome versant, tumoral. oui, sinon, on va se retrouver dans un versant d'hypoprolactinémie qui pourrait, on n'a pas encore de l'évidence médecine par rapport à ça, néfaste à la grossesse. En fait, on vous remercie beaucoup. Juste حاجة بركة, même في l'insuffisance anti-hypophysaire, معناتها واحد عنده il n'a pas un problème sur la grossesse. On ne voit pas souvent l'hypoprolactinémie. Alors, merci beaucoup.